En 2023, le S&P 500 a progressé de quasiment 24%. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'un mouvement de correction pour 2024? Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 faits majeurs à connaître à l'heure actuelle vis-à-vis de l'économie américaine. On verra également l'indicateur de la récession qui explique à la fois pourquoi l'économie américaine n'a pas corrigé en 2023 et qui peut même nous donner un horizon de temps pour une correction possible, c'est-à-dire une possible récession à venir aux États-Unis. Je rajoute en plus une stratégie qui résiste à ces phases de récession sur le long terme. Si tout ça, ça vous intéresse, c'est parti. Alors on va aborder ensemble les raisons pour lesquelles le marché ne s'est pas effondré aux États-Unis encore. On commence déjà en parlant des taux de la Fed. Les taux de la Fed, c'est bien sûr ultra déterminant. Et la façon de gérer ces taux du côté des États-Unis avec la Federal Bank Reserve, ça fait beaucoup de choses sur les marchés. Je vous montre ici ce graphique car il est très intéressant. Ça montre en fait à quel point la hausse récente a été importante, c'est une chose, mais surtout aussi très rapide. Vous le voyez ici, en termes de rapidité, on a rarement connu cela, et c'est notamment la hausse la plus forte qu'on ait jamais connue, à 4,88 ici, entre 2022 et 2023. Pourquoi je vous montre ici les taux d'intérêt de la Fed? Vous le savez très certainement, vous avez suivi l'actualité, vous savez tout ça. Je vous montre ça parce que ça donne un petit peu le ton pour 2024 potentiellement, car c'est du jamais vu. On n'a jamais été aussi haut, aussi vite en termes de hausse des taux du côté de la Fed. Ça veut dire qu'on n'a pas de précédent pour savoir comment ça va se passer et comment l'économie américaine va réagir sur l'arrêt de cette hausse des taux et notamment aussi ensuite sur la baisse de ces taux à venir. Donc ça, c'est un premier point très important. Gardez à l'esprit qu'on est sur du jamais vu, on n'a pas ici de data historique pour regarder comment ça s'est passé les fois précédentes, vis-à-vis en tout cas de ces niveaux très hauts. Car comme je vous le disais, je vous réserve un indicateur vis-à-vis de la récession qui va nous permettre de mieux comprendre à quoi s'attendre possiblement en 2024. Alors on parle de cette nouvelle année 2024, je vous parle ici et je vous montre notamment des projections. C'est très intéressant, une étude a été réalisée aux États-Unis pour savoir qui au sein de l'économie y voyait une récession possible pour 2024 et qui n'y voyait absolument pas une possibilité de récession. Donc on va étudier ça ensemble. Du côté de la Fed ici, c'est le plus 0%, tout simplement. La Fed ne pense pas à une récession possible en 2024 du côté des États-Unis. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir, c'est leur boulot d'éviter la récession. Alors à partir de là, tout simplement, ils ne vont pas dire qu'il y a de forts risques, bien sûr, que ça arrive. Donc la Fed ici nous donne un score à 0%, aucune chance que la récession arrive en 2024. Et on a ensuite la yield curve. La yield curve, c'est quoi? C'est l'évolution entre les bons du trésor à 10 ans aux États-Unis et les bons du trésor à 3 mois aux États-Unis. Donc du long et du court terme. L'évolution de la yield curve est très importante car ça nous permet de reconnaître des conditions favorables à une récession aux États-Unis. Là, on voit que le score est à 61% à l'heure actuelle. Donc déjà ici, à prendre en compte. Côté économiste, on est à 48%, 50-50. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre en 2024. Il y a des pour, il y a des contre, donc territoire relativement neutre. On regarde du côté des consommateurs. Aux États-Unis, les consommateurs sont plutôt convaincus qu'on aura une récession possiblement en 2024. 69% ici sur le score. Ensuite, on passe au secteur bancaire. On a Goldman Sachs et Bank of America, 15%, 35-40% ici. Goldman Sachs qui veut pas trop se mouiller, Bank of America qui commence déjà à penser plus sérieusement qu'une récession est possible en 2024. Mais regardez ce qui suit. Le plus intéressant, c'est notamment ici ce qu'on a du côté des CEO, les patrons des grandes entreprises aux États-Unis. 84% pensent à une récession tout à fait probable en 2024. Alors, qu'est-ce que ces patrons et les grands chefs d'entreprise savent que peut-être les autres ne savent pas? Peut-être qu'ils savent quelque chose en plus au niveau de la dette, des emprunts qu'ils ont pu réaliser justement et ce qui pourra arriver en 2024 et donc dans les prochains mois aux États-Unis. Je vous parle une fois de plus du S&P 500 ici, avec les 7 magnifiques. Je vous rappelle que le S&P 500, c'est 500 grosses entreprises aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'au sein de ce panier d'actions, on a 7 grandes entreprises qu'on appelle les 7 magnifiques et qui se résument autour de Meta, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Tesla. Et ces 7 grandes entreprises ont un poids juste énorme à l'heure actuelle sur le S&P 500, quasiment autour des 30%. C'est-à-dire qu'à elles seules, ces prises représentent 30% du S&P 500. Alors regardez le graphique ici qu'on a. C'est du coup un graphique qui est très parlant. On voit une performance de quasiment 75% sur ces 7 entreprises cumulées, tandis que si on prend le S&P 500 au global avec les 500 entreprises, on est nettement plus bas, on est à peine du coup sur du 24%. Et si on enlève même ces 7 magnifiques
au S&P 500, il nous reste les 493 autres sociétés et vous voyez ici que la performance n'a rien à voir. Donc en fait, le S&P 500, et c'est déjà l'une des premières raisons pour lesquelles l'économie US n'a pas corrigé courant de l'année 2023, c'est que ça a été soutenu, poussé par ces 7 magnifiques qui réalisent des scores juste énormes. Regardez en termes de graphique ce que ça donne justement le poids qu'a actuellement les 7 magnifiques au sein du S&P 500. On se retrouve sur du 29,6, quasiment 30%. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2022. On a vu une grosse correction de marché. Juste après, on était à ce moment-là arrivé sur du 29,1%. Alors, est-ce que ça pourrait indiquer une fois de plus que la correction est proche ? Est-ce que quand on ne regarde pas les 7 magnifiques, on ne se dit pas justement que les actions sont un petit peu surévaluées, un petit peu trop hautes? Et si ces 7 magnifiques pourraient corriger, vous en doutez, dû au poids qu'elles possèdent au sein du S&P 500, ça pourrait emballer des mouvements baissiers énormément rapidement, puisque du coup 30% qui corrige du S&P 500, ça peut aller très vite. Mais il n'y a pas que le S&P 500 aux États-Unis, il n'y a pas que ces grosses sociétés. On va parler aussi des moyennes et petites entreprises, juste pour avoir une bonne idée aussi de la santé économique aux États-Unis. La performance annuelle en 2023 pour le S&P 500, je le rappelle, c'était 24%. Pour le Russell 2000, qui rassemble les moyennes entreprises aux États-Unis, 14% en croissance. Par contre, regardez les micro-caps, c'est-à-dire les petites capitalisations aux États-Unis. Elles ont du mal, elles sont à moins 2% uniquement. Ce qui traduit aussi des inquiétudes possibles quand on voit aussi l'écart énorme entre le Russell 2000 et quand même le S&P 500 en termes de performance. Je voulais vous montrer une autre raison également pour laquelle l'économie américaine n'a pas encore crashé, n'a pas encore commencé à corriger et à tomber possiblement en récession. C'est le chômage aux États-Unis. On est sur des niveaux bas en termes de chômage. Les gens ont du boulot, ils ont donc de quoi payer leurs factures. Ils ont ici du boulot, ils peuvent du coup payer des factures, même si vous allez voir dans les prochaines minutes qu'ils vont avoir pas mal de choses à payer justement en cette année 2024. D'autant plus que si on regarde du côté des Personal Saving Rates, tout simplement l'épargne que les Américains ont, regardez la croissance qu'on a connue sur cette épargne pendant le Covid en 2020, ensuite c'est reparti à la baisse, quelques pics c'est remonté et depuis ça ne cesse littéralement quasiment que de descendre. En fin de compte, si vous voulez, du côté des États-Unis, on a littéralement des consommateurs qui n'ont littéralement pas beaucoup d'épargne et en fait qui se retrouvent à dépenser énormément. Et ces dépenses notamment, et aussi l'accès très simplifié aux États-Unis au crédit, fait qu'on pousse sur des niveaux records tout simplement ici aux États-Unis en termes de cartes de crédit et de dette. La dette associée aux cartes de crédit atteint le trillion à l'heure actuelle, c'est pareil, c'est du jamais vu. On est sur un surendettement important aussi du côté des consommateurs. Et si on rajoute justement les emprunts étudiants, ça devient d'autant plus sérieux car si vous ne le saviez pas aux États-Unis pendant le Covid, le gouvernement américain avait justement repoussé le délai des paiements pour les emprunts des étudiants. Il y a une vraie dette du côté de l'emprunt étudiant. Regardez, on atteint ici pareil le trillion.76. Et notamment depuis le mois d'octobre 2023, les paiements et remboursements de ces emprunts ont redémarré. Donc vous vous en doutez, avec des ménages qui n'ont pas beaucoup d'épargne, avec des ménages qui sont déjà endettés avec leur carte de crédit, en plus, ils doivent recommencer à payer pour rembourser les emprunts étudiants. Le consommateur aux États-Unis va commencer à sentir son pouvoir d'achat et sa possibilité de faire ce qu'il veut un petit peu énormément se réduire aussi. Et un consommateur qui ne consomme plus, eh bien c'est pas bon pour l'économie. Mais le plus intéressant reste à venir. Regardez cet indicateur ici, c'est l'indicateur lag effect qui nous traduit tout simplement ce qui se passe en règle générale une fois que la Fed arrête la hausse des taux. Ici, on va avoir différents scores. 6 mois, 15 mois, 8 mois, 17 mois, 10 mois. Grosso modo, on a une moyenne de 11 mois qui démarre après la dernière hausse des taux réalisée donc du côté de la Fed aux États-Unis, qui nous conduit en règle générale à une phase de récession derrière. Donc il y a différents, bien sûr, horizons de temps. Si on prend la moyenne, ça nous donne 11 mois. Si on prend la dernière hausse effective du côté des États-Unis avec la Fed qui a augmenté ses taux, c'était au mois de juillet 2023. Et si on pousse à 11 mois, du coup, ça nous donne le mois de juin 2024. Selon cet indicateur ici, deux facteurs importants. Déjà, de 1, on comprend pourquoi on n'a pas eu de récession déjà en 2023, puisque en 2023, on a encore des taux qui montaient. Et notamment ici, selon cet indicateur-là, c'est juste et uniquement sur une moyenne de 11 mois après l'arrêt de la hausse des taux que la récession a tendance à intervenir. Et cette étude a été faite depuis les années 1980. Et du coup, deuxième facteur important, ça nous dit que normalement, arrivé proche de l'été 2024, voire même un petit peu après, et peut-être même à l'horizon des élections américaines aux États-Unis, une récession pourrait commencer à voir le jour.
Et je souligne aussi un fait très important, il n'y a pas que les consommateurs qui sont endettés. L'endettement aux États-Unis atteint son summum également au niveau national, c'est-à-dire ici que la dette réalisée, les emprunts et le coût des emprunts réalisés en termes d'intérêt ici explose, notamment ici, vous le voyez même sur ces projections attendues pour du coup les prochaines années sur 2024, sur 2025, sur 2026, c'est attendu en hausse. Bien évidemment, l'endettement est partout aux États-Unis, ce qui n'est pas une bonne chose et un bon signe pour soit 2024 même ou encore 2025. Et en parlant de la dette nationale, regardez ce graphique. Le coût des intérêts, on a la dette de la Fed en rouge ici, on a le GDP, donc c'est-à-dire le PIB, et on a le tax revenue. Ici, regardez récemment ce qui s'est passé, on a les coûts associés aux intérêts de l'endettement qui dépassent même le PIB du pays. Et quand on regarde la courbe, de toute façon, de la Fed en termes de dette, ça ne cesse d'exploser en mode exponentiel. Donc forcément, au bout d'un moment, des inquiétudes au niveau des fondamentaux qui apparaissent pour l'économie américaine. Alors, est-ce qu'il faut absolument s'inquiéter d'une récession en 2024? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut seulement faire quelque chose? La réponse tout de suite. Et pour répondre à ces questions, je voulais vous partager une stratégie long terme qui a tendance à bien fonctionner également en période de récession. C'est la stratégie du DCA, Dollar Cost Average. Une étude ici nous démontre également que timer le marché a un certain coût. Et Warren Buffett le dit très bien aussi. Pour sa part, la solution n'est pas dans le fait de timer le marché, mais plutôt d'être impliqué dans le temps sur le marché. Et ça change la donne. Regardez sur cette étude ce qui se passe quand vous investissez 10 000 $ sur le S&P 500 de janvier 2003 à décembre 2022. Si vous êtes impliqué sur le marché tout le temps, vous allez avoir du coup un score à 64 844. Cette étude nous montre ici quelque chose de très important. Un investissement permettant d'être présent sur les marchés dans les bons moments comme dans les mauvais moments obtient finalement un meilleur score que si vous décidez d'investir sur des creux potentiels et d'essayer de timer le marché pour obtenir les meilleurs prix, parce que finalement, regardez juste en dessous, ça se joue à seulement quelques jours où on a de très très bonnes performances. Ici, le 13 octobre 2008, plus 11,6% sur le S&P 500, le 28 octobre 2008, plus 10,8% sur le S&P 500, et vous voyez les autres jours aussi, en fait, on peut passer à côté de beaucoup de performances sur l'indice du S&P 500, bien sûr, comme sur beaucoup d'indices boursiers, si on loupe et qu'on n'est pas présent les jours où on a les plus grosses performances. Notamment, regardez le retour 64 844. Du coup, si on investit tous les jours, si on rate les 10 meilleurs jours, on descend directement à 29 700. Donc, bien évidemment, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on a de fortes baisses, ensuite ça rebondit. Et bien sûr, quand les marchés sont en correction, les acheteurs ont tendance à vouloir quitter le marché, alors que justement derrière, on a les belles performances qui arrivent et ils ne sont pas impliqués dans le marché. Donc c'est pour ça que ici, on a une étude très bien faite qui nous montre que pour profiter des meilleurs moments sur les marchés, eh bien, être impliqué au quotidien est une bonne chose. Alors, je ne parle pas ici de scalping, day trading ou encore d'intraday, etc. Là, on parle d'investissement et c'est notamment plus l'approche DCA, du dollar cost average, le fait d'investir de manière périodique qui vous permet d'être présent dans le temps sur les marchés et de moyenner votre prix. Vous allez obtenir des bons prix, vous allez obtenir des mauvais prix, mais étant donné que normalement sur le temps et historiquement parlant, l'indice du S&P 500 continue sa progression haussière, vous allez moyenner votre prix tout simplement et il sera normalement au fur et à mesure positif. Donc attention avec cette stratégie, c'est vraiment du long terme. Je vous invite à regarder dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver notamment la playlist tuto de l'investisseur dans laquelle vous avez 2 vidéos qui correspondent au sujet ici du DCA. Vous avez la vidéo vis-à-vis de l'application mobile et vous avez aussi la vidéo vis-à-vis de la stratégie même DCA que n'importe qui peut utiliser en étant débutant ou même en étant un investisseur aguerri. Et justement, pour être sûr que vous ayez vu ces vidéos, je vous les glisse ici, donc aussi bien l'emploi de l'application Admirals pour le feature Auto Invest qui est présent dans ce tuto ici, que la vidéo directement ici associée à la stratégie Dollar Cost Average pour débutants. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager un maximum si c'est le cas. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.